malgré la désapprobation d'une majorité de Japonais. Des objectifs de l'accord de Paris est donc absolument incontournable. Vous l'avez clairement compris, le bassin du Congo rend au monde des services écosystémiques inestimables. Mais que reçoit-il en échange? Hélas, très peu. En effet, les pays industrialisés à qui incombe la responsabilité historique du dérèglement climatique se montrent réticents à mobiliser les financements nécessaires à la concrétisation de leurs engagements. Les grandes difficultés auxquelles se heurte l'application de l'article 6 de l'accord de Paris, qui engage les pays riches à soutenir les efforts d'atténuation et surtout d'adaptation des pays en développement, en sont la preuve évidente. La République du Congo, en ce qui la concerne, a déjà soumis au secrétariat de la Convention sa contribution déterminée au niveau national et révisée. Nos ambitions, qui prennent en compte l'ensemble des secteurs d'émissions de gaz à effet de serre, ont été rehaussées et la République du Congo fait figure d'élève modèle au palmarès de l'écologie mondiale. Je ne cesse de le répéter sur toutes les tribunes. Depuis le sommet de Rio en 1992, la détermination des pays du bassin du Congo en général et celle de la République du Congo en particulier à préserver ce vaste ensemble est totale. Toutefois, cet engagement va de pair avec la volonté tout aussi inexorable de poursuivre notre développement économique et social pour le bien-être de nos populations. Ces deux objectifs ne s'excluent pas, ils se complètent. Exiger de nous un ralentissement de notre développement pour que la planète respire mieux serait en effet profondément injuste et même immoral. C'est pourquoi vous me permettrez de faire ici, une fois de plus, le plaidoyer du Fonds bleu, initiative commune des pays membres de la Commission climat du bassin du Congo, auquel s'est joint le Royaume du Maroc et qui n'attend plus qu'à être abondé avec l'engagement de tous nos partenaires. En prenant la décision de protéger et de conserver le bassin du Congo pour le bien de l'humanité, nous avons su prendre nos responsabilités. À chacun, désormais, d'assumer les siennes. Je vous remercie.
Thank you, Your Excellency. Excellence, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Son Excellence M. Charles Michel, président du Conseil européen, et Son Excellence Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne de l'Union européenne. Excellence, vous avez la parole. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est nous, l'espèce humaine, qui avons déclenché une guerre contre la nature. C'est nous, l'espèce humaine, qui avons provoqué ces changements climatiques qui menacent gravement notre sécurité et la sécurité des générations futures. Et c'est à nous, l'espèce humaine, qu'il appartient de stopper cette menace, d'inverser la courbe et de rendre de l'espoir pour les futures générations. Et cela suppose, nous le mesurons bien, de changer radicalement le paradigme pour notre prospérité, de changer radicalement le paradigme pour la coopération entre nous. La science l'indique avec force et avec clarté, et en Europe, comme ailleurs, les jeunes générations ont réveillé nos consciences. Les jeunes activistes, engagés, informés, ont raison d'être mobilisés, ont raison d'exiger plus de nous, et c'est notre devoir et notre responsabilité d'être à la hauteur. L'Union européenne entend cet appel et souhaite être pleinement mobilisée, d'abord en fixant des objectifs ambitieux. Nous avons été les premiers, il y a 2 ans, à affirmer cette ambition de la neutralité climat à l'horizon 2005. Nous avons été les premiers à renforcer les engagements pour 2030 et nous avons décidé de mettre en place des cadres juridiquement contraignants qui enracinent ces objectifs dans le cadre légal. Le package du Green Deal, la mobilisation des financements publics, l'importance de canaliser les investissements privés doivent aussi nous mobiliser pleinement. Alors, mesdames et messieurs, cette transition climatique, cet engagement, il ne doit pas conduire au sacrifice des plus vulnérables et des plus fragiles. C'est vrai dans nos sociétés, il convient de mettre en place les mesures d'accompagnement pour avoir tout le monde avec nous, tourné vers cet objectif. C'est vrai aussi sur le plan international, et c'est là pour laquelle nous sommes fiers, comme Européens, d'honorer cet engagement des 100 milliards en faveur des pays qui en ont le plus besoin, et nous encourageons l'ensemble des partenaires dans les pays développés à suivre cet exemple qui nous semble tout à fait essentiel. Je conclus, Madame la Présidente. Jacques Chirac, en 2002, utilisait ces mots justes: la maison brûle et nous détournons les yeux. Plus que jamais, il convient de ne pas baisser les yeux, il convient d'agir pour créer de la confiance et pour relever ensemble ce défi. Je vous remercie. Madame Madame la Présidente, chers dirigeants, je sais que à la COP26, nous voulons tous être du bon côté de l'histoire. Et c'est pour cela que j'appelle chacun d'entre nous à faire tout ce qui sera nécessaire dès à présent pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et nous pouvons y arriver, parce que le changement climatique est créé par l'homme, nous le dit la science. Et donc nous pouvons. Dans son discours devant la COP26, la conférence de l'ONU sur le climat, le président Assisi a mis l'accent sur les questions d'intérêt pour les pays en développement en général et les pays africains en particulier, notamment en ce qui concerne le renforcement des efforts pour faire avancer l'action climatique internationale. Le président Assisi a mis l'accent sur la nécessité pour les pays industrialisés de respecter leurs engagements dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Il a affirmé que les pays africains sont les pays les plus affectés par le réchauffement climatique. Il a aussi exprimé l'aspiration de l'Égypte à accueillir la prochaine édition du sommet sur le changement climatique en 2022.
C'était tout pour notre journal. Merci de l'avoir suivi et on continue avec vous la retransmission en direct de la COP26. L'Europe est le plus grand fournisseur de financement du climat. Près de la moitié de nos financements sont consacrés à l'adaptation et nous prévoyons 5 milliards, nous engageons 5 milliards supplémentaires d'ici à 2027 du budget de l'Union européenne et nous allons aussi contribuer à la biodiversité, en particulier dans les pays vulnérables. Quatrièmement, enfin, l'innovation et la technologie sont disponibles et nous devons à présent la répliquer à l'échelle et la déployer. Chers dirigeants, nous devons faire de cette COP26 un succès. Nous le devons à nos enfants. Merci. Merci, Excellence. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Son Excellence, Monsieur Guy Parmelin, président de la Suisse. Excellence, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, un enfant né aujourd'hui dans mon pays devra faire face à 4 fois plus de phénomènes extrêmes au cours de son existence que ses grands-parents. Cet enfant verra 5 fois plus de canicules que je n'en ai connues. Et en tant que président de la Suisse, je m'engage pour que mon pays et ses habitants aient les meilleures perspectives possibles. En tant que pays alpin, la Suisse est particulièrement touchée par le changement climatique. Il est de notre responsabilité d'utiliser chaque opportunité pour limiter ce changement climatique et c'est cette responsabilité qui nous réunit ici à Glasgow. À mon sens, la COP26 doit au minimum parvenir aux 3 résultats suivants. Nous remettre en chemin pour limiter le réchauffement global à 1,5 degré, fixer des règles robustes pour mettre en œuvre l'accord de Paris et enfin mobiliser les moyens financiers pour faire de notre ambition commune une réalité. Chers collègues, les engagements actuels sont largement insuffisants pour atteindre notre objectif de limiter à 1,5 degré la hausse globale des températures. J'appelle donc tous les pays, et particulièrement les grands émetteurs, à viser la neutralité climatique au plus tard d'ici 2050. Mais cela ne suffit pas. Il faut traduire ces objectifs à long terme en actions à court terme. J'appelle ainsi tous les pays à soumettre des objectifs climatiques ambitieux pour 2030, compatibles avec l'objectif de 1,5 degré. La Suisse doit et veut, elle aussi, faire sa part. La Suisse réitère aujourd'hui son engagement à réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, conformément aux recommandations scientifiques. La Suisse s'est aussi engagée à la neutralité climatique d'ici 2050 et notre stratégie climatique 2050 détaille cet objectif secteur par secteur. La Suisse met en œuvre des initiatives concrètes avec par exemple la réalisation de projets d'infrastructures favorisant le transfert de la route au rail. La place financière, elle aussi, a un rôle à jouer. La Suisse s'est fixé pour objectif de rendre tous les flux financiers compatibles avec les objectifs de l'accord de Paris d'ici 2050. Et pour concrétiser cette ambition, il est impératif que la COP26 adopte les règles nécessaires pour assurer la mise en œuvre de l'accord de Paris. Ces règles doivent prévenir le double comptage des réductions des émissions ainsi que la prise en compte des réductions d'émissions déjà réalisées dans le passé. Ces règles doivent assurer la transparence, qui est la colonne vertébrale de l'accord de Paris. Enfin, nous devons mobiliser les moyens financiers nécessaires pour concrétiser notre ambition. La COP26 doit lancer un processus visant à définir un nouvel objectif de financement collectif pour la période postérieure à 2025 et doit nous amener vers un financement efficace et équitable. Tous les pays qui ont aujourd'hui la capacité de le faire doivent soutenir ceux qui ont besoin du soutien. Chers collègues, je suis heureux à ce titre d'annoncer une nouvelle contribution volontaire de la Suisse d'environ 11 millions de dollars destinés au fonds d'adaptation. La Suisse contribue également au fonds pour les pays les moins avancés à hauteur d'environ 9 millions de dollars
16 millions de dollars sont dédiés au fonds d'investissement climatique et la Suisse engagera encore environ 11 millions de dollars dans le programme High Impact Partnership for Climate Action de la Banque européenne de reconstruction et de développement. Enfin, je me réjouis d'annoncer une contribution d'environ 8 millions de dollars à la coalition pour le climat et l'air pur. Mesdames et Messieurs, Excellences, nos enfants et nos concitoyens nous regardent et ils attendent de nous un engagement concret. Donnons-leur une raison de croire en un avenir viable et vivable. Merci de votre attention. Thank you, Your Excellency. Merci, Excellence. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur Lazarus Chakwera, président du Malawi. Excellence, vous avez la parole. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, il me semble que dans les jours qui ont précédé ce sommet, les gens dans le monde se sont posé une question sur la COP26. À quoi sert exactement cette conférence? Si vous écoutez cette question avec une grande attention, vous entendrez que c'est une condamnation. Lorsque les nations se demandent à quoi sert exactement cette conférence, ce qu'ils se demandent vraiment, c'est la question suivante. À quoi cela sert-il de vous envoyer à la COP26 en notre nom? Si vous vous rendez à Glasgow pour la COP26, est-ce que l'on peut s'attendre à ce que vous reveniez avec des solutions réelles sur le changement climatique, ou alors est-ce que l'on devrait demander au gouvernement hôte de vous garder pour de bon parce que vous êtes une partie du problème? Voilà ce que les populations du Mozambique, du Zimbabwe, du Malawi se demandent après avoir enterré les êtres de leur famille après le cyclone Ida. Voilà ce que les peuples de Kiribati, d'Haïti et des Philippines se demandent après que leurs enfants aient été emportés par des ouragans. Voilà la question que se posent les habitants du Yémen et du Liban, alors qu'ils ont du mal à trouver de l'eau. Voilà ce que se demandent les peuples de l'Afrique lorsque vous ne leur laissez rien d'autre pour cuire que du charbon et aucune autre source d'électricité que du charbon. Et c'est ici que nous devons leur répondre. Nous devons leur répondre avec des engagements juridiquement contraignants du G20 de réduire les émissions pour arriver à 0. Et c'est tout. Nous devons leur réponse en déboursant immédiatement l'argent promis aux pays en développement par les nations développées. Ce n'est pas un don. Il s'agit plutôt d'honoraires de nettoyage. Nous devons aussi leur répondre en relâchant la dette qui étrangle les efforts d'adaptation dans les régions vulnérables telles que la SADC. Nous devons leur répondre en établissant des calendriers pour le remplacement de toutes les technologies toxiques par des technologies propres. Nous devons leur répondre par des relations multilatérales et bilatérales qui construisent des économies vertes. Et alors que vous réfléchissez à votre réponse, sachez que ni l'Afrique en général, ni le Malawi en particulier n'accepteront le non comme réponse. Nous ne l'accepterons plus. Merci pour votre attention. Merci de votre attention. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à M. Urelso Urna, président de la Mongolie. Excellence, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers délégués, Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous
j'aimerais transmettre mes chaleureuses félicitations au gouvernement du Royaume-Uni d'avoir accueilli la 26e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et je souhaite plein succès à la session. Il est universellement reconnu que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris d'ici à 2050, chaque pays devra repenser ses efforts et qu'ensemble, nous devons nous efforcer de mettre en place une politique audacieuse et exhaustive. À cette époque difficile où l'humanité est confrontée au fléau de la COVID-19, cela nous rappelle que nous devons changer de comportement vis-à-vis de la nature et prendre des mesures audacieuses et décisives pour accélérer la croissance écologique. Monsieur le Président, la Mongolie, qui est l'un des pays les plus vulnérables face au changement climatique, appuie pleinement les efforts de la communauté internationale afin d'atteindre des émissions nettes nulles et réaffirmer son engagement envers l'accord de Paris à mobiliser toutes les ressources possibles pour respecter ces engagements. La Mongolie a élevé sa cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui sont une des principales causes du changement climatique, pour atteindre 22,7% d'ici à 2030, et ce, en mettant à jour nos contributions déterminées au niveau national. Je suis heureux d'annoncer, depuis cette tribune, qu'il est possible d'augmenter notre engagement jusqu'à 27,2% en introduisant les technologies de pointe et l'innovation et en augmentant les financements nécessaires. Monsieur le Président, il est crucial de développer un réseau d'énergie transfrontière dans la région de l'Asie du Nord-Est afin de permettre de répondre à ces besoins croissants de consommation d'énergie et renforcer la protection d'énergies renouvelables. La Mongolie appuie l'initiative de super réseaux asiatiques pour augmenter les sources d'énergie renouvelable et améliorer la fourniture d'énergie en Asie du Nord-Est. Dans ce cadre, nous collaborons activement avec les pays de la région afin de construire un grand complexe énergétique fondé sur les énormes ressources solaires et éoliennes qu'offre la région de Gobi. À cette occasion, j'aimerais souligner que la Mongolie a organisé avec succès un dialogue international sur le développement écologique de la Mongolie il y a 2 semaines à Ulaanbaatar à l'avance du sommet de la COP26. En tant que contribution nationale pour combattre le changement climatique, la Mongolie a lancé une campagne nationale visant à planter des milliards d'arbres d'ici à 2030 afin d'atteindre les cibles d'émissions nettes nulles, de réduire la pauvreté et combattre la désertification par des moyens économiques afin de protéger la santé des enfants et des femmes qui sont les plus vulnérables face au changement climatique et améliorer la qualité de vie en général. Par conséquent, la Mongolie a décidé de dépenser au moins 1% de son PIB tous les ans afin d'atténuer les effets négatifs du changement climatique et de la désertification. En Mongolie, on dit que la source de la vie, c'est l'eau, et que la source de l'eau, c'est l'arbre. Et nous pensons que cette initiative de planter des milliards d'arbres, qui est la manifestation de notre culture traditionnelle, de nous occuper de notre nature, permettra d'apporter une contribution significative à la réduction des tempêtes de sable qui ont un impact sur l'écologie, la santé et l'économie, non seulement de l'Asie, mais aussi des Amériques. Enfin, et non des moindres, j'aimerais souligner le rôle important d'une coopération régionale internationale étroite afin d'augmenter les flux de capitaux pour les entrant dans les pays à revenus faibles et intermédiaires pour combattre le changement climatique. Seule notre compréhension commune, notre collaboration, notre détermination et notre persévérance nous permettront d'accomplir notre mission de lutter contre le changement climatique, qui est le plus grand défi de notre temps. Nous permettra d'adopter une approche responsable par rapport à la nature et de laisser un monde plus écologique pour nos descendants. Le moment est venu pour les nations de combattre ce fléau en unissant les efforts. Merci, Excellence. J'ai le plaisir de donner la parole à Son Excellence Ibrahim Solih, le président des Maldives. Vous avez la parole.
Bismillah. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, en tant que chef d'un État insulaire, un petit État insulaire en développement, j'ai participé à bien des conventions comme celle-ci pour dire à peu près la même chose que je vais vous dire maintenant. Mais en raison du fait que l'heure est grave, parce que c'est notre existence qui est en jeu, je n'ai pas le choix. Je ne puis que vous le dire et vous le répéter. Que faudra-t-il qu'il se passe pour que vous nous entendiez enfin? Les Maldives sont souvent cités comme un pays qui pourrait disparaître de la carte en raison de la crise climatique, parce que c'est un pays à peu d'élévation. Et ma population vit déjà en partie cette réalité. Le mois passé, j'ai visité une partie de l'archipel et sur les 6 îles que j'ai visitées, aucune n'échappait à l'érosion. Une érosion grave. Voilà une expérience du changement climatique, une réalité que ma population, à laquelle ma population fait face au quotidien. Nos îles vont être inondées par la mer une par une. Si nous ne renversons pas la voie que nous avons prise, les Maldives cesseront d'exister d'ici la fin du siècle. Les scientifiques nous disent bien des choses. La science nous dit que nous avons dépassé le scénario le plus grave. Actuellement, c'est 4,4% d'augmentation par rapport à l'époque pré-industrielle. Et nous allons dépasser les 1,5 sans aucun problème. Des sécheresses, des tempêtes, des inondations, voilà ce que nous connaissons de plus en plus fréquemment, de plus en plus grave en raison du changement climatique. Et si nous nous fions aux données scientifiques, nous savons que notre capacité de protéger la santé, le bien-être et la sécurité de nos populations eh bien, est au bout. Notre planète est à bout. Mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit auparavant, si l'augmentation des températures dépasse les 1,5 degrés pour passer à 2 degrés, c'est une peine de mort, une sentence de mort pour les Maldives. Nous aurons cessé d'exister. Et c'est un présage de ce qui attend aussi au reste du monde. Mais nous ne nous résignons pas. Nous voulons faire partie de la solution mondiale. Nous voulons renverser la vapeur, faire face à la menace, la repousser. Et nous voulons être des modèles, prendre les mesures climatiques les plus audacieuses et parvenir à un avenir résilient grâce au changement de paradigme énergétique. Mais parce que le changement climatique ne peut pas être évité uniquement par les mesures prises par les principaux émetteurs, qui certes doivent faire diminuer leurs émissions et s'engager encore plus loin pour parvenir au zéro carbone d'ici 2050. Mais nous devons en fait tous agir ensemble, aider les pays les plus vulnérables à s'adapter au changement climatique. Mais les engagements ne suffisent pas. Les promesses ne suffisent pas. À Paris, nous avons rappelé l'engagement de consacrer 100 milliards par an à l'aide aux pays en développement, aux pays vulnérables. On est très très loin. Il va loin de la coupe aux lèvres, comme on dit. Même lorsqu'un projet est approuvé,
pour être financés par ce type d'engagement. Nous sommes noyés par la paperasse, par les dépenses administratives et ces efforts, ces projets sont lettres mortes. Nous devons nous mettre d'accord sur des mesures de responsabilité, de reddition de comptes strictes pour que tous les engagements soient respectés. Sinon, les pays vulnérables n'ont aucune chance. Nous avons décidé de venir à Glasgow malgré la pandémie avec un objectif commun. C'est parce que nous savons que c'est peut-être bien la dernière chance que nous avons de vaincre, de relever ce défi. Ne ratez pas cette occasion. S'il vous plaît, ne la ratez pas. Merci. Merci, Excellence. J'ai à présent